ce qui fait la force du système chinois, c'est que quand l'un des hommes les plus riches du monde, les plus performants du monde, les plus brillants, Jack Ma, fondateur d'Alibaba, croit qu'il peut se mêler de politique, quand un des artistes les plus appréciés au monde, les plus chers au monde aussi, Weiwei, croit qu'il peut se mêler de politique, ils vont faire un tour derrière les barreaux pour méditer sur l'ordre des choses. La faiblesse de l'Occident, c'est qu'on ne sait pas mettre en prison des Bill Gates ou des George Soros. Voilà. Quand ils se mêlent de politique, quand ils prétendent faire la loi contre la loi et décider du devenir des peuples contre les choix des peuples, ces gens-là doivent aller faire un tour en camp de travail. Ça leur ferait le plus grand bien. Alors, je pense que c'est la plus grande faiblesse de l'Occident actuel. Ça rejoint aussi ce que j'ai entendu et qui m'apparaît très important. En Chine, et c'est l'une des préoccupations principales des dirigeants actuels ou de l'équipe dirigeante, on prévoit déjà où sera la Chine en 2049, voilà, pour le 100e anniversaire de la prise de pouvoir. Nous allons essayer de parler objectivement de la Chine, avec ce que nous en connaissons, ce que nous en avons vécu, sachant qu'en aucun point parler objectivement de la Chine ne devrait pouvoir être retenu comme travailler pour le compte de la Chine ou faire de la propagande chinoise. Autant la Chine a été pendant plusieurs décennies un repoussoir, à cause des famines qui ont suivi le grand bond en avant, à cause de la révolution culturelle et des ravages causés au patrimoine historique, traditionnel et artistique chinois. Dorénavant... Et aux morts qu'elle a provoquées. Et aux morts qu'elle a provoquées. Dorénavant, et les témoignages se multiplient, dorénavant, la Chine est un pays où il est relativement agréable de vivre pour des raisons qui sont évidentes. L'accession d'abord d'une immense classe moyenne à la petite aisance, sinon à la moyenne aisance. Probablement un demi-milliard de Chinois maintenant bénéficient de la petite ou de la moyenne aisance. Alors que la situation des campagnes autrefois était exactement très pauvre et elle l'est l'industrialisation, le déport vers les villes, maintenant le développement des campagnes, puisqu'on a un mouvement inverse, on a un mouvement de retour des grandes villes vers les campagnes en Chine, fait que la population qui a à se nourrir, la population qui bénéficie maintenant de bonnes infrastructures vit relativement bien. Et ça, excusez-moi de vous couper une seconde, vous l'avez vu vous-même, c'est-à-dire vous avez été dans les campagnes, vous avez à peu près constaté partout que c'est maintenant pas en Chine, du discours. Je ne parle pas des régions probablement les plus reculées, oui. L'amélioration des infrastructures qui permet notamment à l'alimentation d'arriver partout, l'amélioration des infrastructures en termes d'énergie, la Chine est devenue depuis très loin, on y reviendra, le premier producteur d'électricité, fait que la qualité de vie, les services, et je vais y revenir, la sécurité ont partout progressé. Le point important pour un Français ou pour un Européen, c'est le mot que j'ai employé, c'est la sécurité. Si l'on considère, comme je le fais, que le premier service qu'un État digne de ce nom doit remplir envers ses citoyens, c'est d'assurer leur sécurité physique, mais aussi leur sécurité identitaire. Et à cet égard, en Chine, vous oubliez un téléphone portable, des dizaines de touristes peuvent en faire l'expérience, vous oubliez un téléphone portable sur une table de restaurant, vous revenez 2 heures après, vous le récupérez. Vous pouvez laisser un bagage, vous pouvez laisser un sac à main sur une table, partir, aller converser avec des amis, vous déplacer, que sais-je encore. La question ne se pose même pas d'être volé. Et la question ne se pose même pas, à quelque heure que ce soit, du jour et de la nuit à Pékin ou ailleurs, d'être agressé. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important pour une population chinoise qui, après tout ce qu'elle a vécu dans le terrible XXe siècle, a pour première préoccupation sa sécurité physique et sa sécurité, si je puis dire, financière et du mode de vie. Il y a eu donc cet empire du milieu, comme se qualifiait la Chine elle-même, qui très vite a atteint justement une puissance phénoménale, puisqu'au XVIIIe siècle, par exemple, avant l'éruption des envahisseurs européens, la Chine était la plus grande puissance du monde. Plus grande puissance, alors je vous ai entendu dire ça, mais à quel titre? Pas sur le plan militaire, par exemple. Non, sur le plan technologique, économique, commercial, démographique, et je dirais... alors, effectivement... En termes de population, déjà? Et oui. Et d'autant qu'il y avait déjà eu des progrès dans la culture du riz. Et il y avait déjà eu une amélioration de la productivité de la riziculture, l'aliment de base en Chine, ce qui avait déjà permis un gros développement démographique. Oui. Alors qu'est-ce qui a provoqué sa chute à ce moment-là? Les Européens au XIXe siècle. La guerre de l'opium. Et notamment la guerre de l'opium. Et d'autre part aussi, le fait que
à partir de la fin du XVIIIe siècle, les Européens inaugurent les révolutions industrielles, qui démarrent en Hollande, puis surtout au Royaume-Uni, puis qui se communiquent au continent européen. Et là, l'Europe acquiert, avec ces révolutions industrielles, un avantage énorme sur le reste du monde. Et l'Europe, à ce moment-là, conquiert le reste du monde. Et évidemment, il faut sécuriser les routes d'approvisionnement en matières premières. Donc, il faut développer une marine de guerre pour cela, une armée. Et on voit que l'essor du capitalisme à partir de la fin du XVIIIe siècle, capitalisme industriel, financier, etc., fait que la globalisation, la première mondialisation, celle du 18e, 19e siècle, et puis la seconde, celle du 20e, etc., tout ça a créé des interdépendances mondiales, la nécessité d'avoir des flottes de guerre pour sécuriser les routes maritimes, et donc la Chine allait être bien obligée, elle aussi. Et un des tournants, ça a été l'entrée dans l'OMC. Il y a un État stratège chinois, ce qui nous fait cruellement défaut en France. On n'a plus d'État stratège, on a une hémorragie industrielle, il n'y a aucun pilotage sérieux de l'État, alors qu'en Chine, l'État met les ressources qu'il faut là où il faut, et c'est essentiel. La Chine est dirigée par le Parti communiste chinois. À l'époque, il me parlait de 80 millions de personnes, vous me confirmez qu'il y a 100 millions de personnes. Et que ce parti, c'est pas comme les partis politiques français où on s'amuse à faire des programmes, ce parti travaille constamment pour préparer les congrès du Parti communiste qui ont lieu, je crois, tous les 4 ans. Oui. Et il m'a dit, et tu peux savoir, les 100, enfin à l'époque il parlait des 80 millions, les 100 millions de personnes travaillent pendant tous les 4 ans, c'est-à-dire qu'ils soient aussi bien responsables administratifs, qu'ils soient des hommes uniquement des adhérents, ou qu'ils soient des... et travaillent. Et les décisions qui sont prises par le congrès ont toujours été appliquées à la lettre. La seule fois où, me dit-il, les décisions du Congrès n'ont pas été appliquées, c'était à l'époque de la révolution comment ça s'appelle la révolution culturelle. Non, la révolution des Brigades Rouges. Ah oui. Il me dit, c'est la seule fois où ça n'a pas été appliqué. Mais il faut bien comprendre que tout ça est appliqué. La deuxième remarque qui m'a été faite un jour, je dînais chez M. Brahimi, que vous devez connaître, qui était un secrétaire général de l'ONU, qui était une personnalité importante de la vie internationale, qui faisait partie du petit groupe dans lequel il y avait Mandela, il y avait lui, il y avait Carter, qui était un peu la structure de réflexion du monde à l'époque. Et je me souviens, c'était il y a 3-4 ans, il me semble, ou 4 ans, il venait de Chine, il venait de rencontrer le président chinois. Et il a dit au président chinois, oui, je suis content parce que manifestement, chez vous, ça doit être peut-être en 2020 ou 2021, chez vous, la pauvreté est éradiquée. Et là, le président chinois actuel lui a dit non, la grande pauvreté n'est pas éradiquée. Elle sera éradiquée en 2025. Et en 2030, on sera ça. Et en 2040, on sera la plus grande puissance. Et je rejoins ce que tu dis. Et c'est là que Brahimi m'a dit, mais vous ne pouvez pas comprendre, aucun pays au monde n'a un système qui est aussi organisé, quel que soit le président. L'Europe ne voit plus le monde. L'Europe regarde le monde avec ses lunettes à elle. Elle ne voit pas d'ailleurs que le monde change. Elle ne voit pas que le monde complètement a changé. Ce qui explique d'ailleurs cette façon de regarder le monde, toujours cette conception d'ailleurs colonialiste au fond de soi-même, ce qui explique d'ailleurs l'affaiblissement de l'Europe actuellement dans le monde. Ce que nous fabriquons à 10 pour le vendre à 100, on va désormais le fabriquer à 1 pour le vendre toujours à 100. Ce sont les hommes d'affaires occidentaux qui ont commencé. L'intérêt financier à court terme qui a détruit l'industrie européenne et l'industrie française. C'est nous qui avons détruit notre industrie et américaine. Oui, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est exactement ce que je dis. La plus grosse usine de Tesla, elle est en Chine. Et si les Chinois actuellement sont les premiers dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, c'est le système éducatif. Que nous d'ailleurs, on laisse de plus en plus tomber. On laisse tomber nos universités, on laisse tomber notre système éducatif, parce que tout simplement, on met 80 milliards en Ukraine, on dépense de l'argent bêtement, alors que les choses importantes sont pas faites. Je fais cette remarque sur le système éducatif, parce que je considère que c'est un des éléments de la force de la qui a toujours été considéré comme sacré, d'ailleurs, dans ces pays-là. Moi, je me souviens qu'à l'époque, en 80, quand j'allais à Hong Kong à l'époque, j'avais fait ami avec un professeur chinois,
qui me disait quand un élève vient demander quelque chose au professeur, il se met à genoux devant le professeur. À genoux. On imagine en France un élève venant à genoux demander à son professeur. Si vous m'aviez posé la question quel est le facteur, et un seul, de la réussite chinoise, j'aurais certainement dit la méritocratie et le respect du savoir. La Chine n'est pas belliciste comme le sont les États-Unis, qui sont nés de la guerre et qui ont prospéré sur la guerre. Mais la Chine, vous savez, les Japonais qui n'aiment pas les Chinois disent des Chinois, ils mangent tous sauf la table. Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il y a une chute brutale des États-Unis. Moi, je crois que c'est encore une puissance qui est. Il y a un combat, si tu veux, entre ce qu'on peut dire la Chine et les États-Unis. La Chine qui est en fait accompagnée par les BRICS, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Occident, les États-Unis qui contrôlent l'Europe, qui est vraiment un sort de proxy des États-Unis, et puis le reste du monde. C'est ce que je disais, 1 milliard contre 7 milliards. Mais ce n'est pas encore la fin des États-Unis. Oui, ce n'est pas une chute des États-Unis. Moi, je n'adhère pas du tout à ton image là-dessus. Hein. Ils sont sous embargo de terres rares avec lesquelles ils ne peuvent rien fabriquer de leur armement. Alors, une puissance qui est obligée, pour se défendre contre un autre pays, d'attendre que cet autre pays lui vende des terres rares pour fabriquer des armes, à mon avis, elle est dans une situation géopolitique qui est plus que désastreuse, qui est mortelle. Le président Xi Jinping a décidé que le jeu de Go soit enseigné dans le système de l'éducation nationale chinoise. C'est dire l'importance qu'il accorde à la formation au jeu de Go. Les Chinois enserrent progressivement par l'investissement des positions industrielles, commerciales, etc., une économie américaine qui a une grave déficience sur le plan industriel de plus en plus. On voit l'IA et la robotique, d'ailleurs concurrencée beaucoup par les Chinois, mais on ne voit pas que dans les résultats économiques américains, l'industrie est de plus en plus faible, qu'en réalité, c'est une économie gonflée à l'hélium, l'économie américaine. Parce que dans le PIB américain qui apparaît grandiose, vous avez dans la comptabilité des cabinets d'affaires qui font des chiffres phénoménaux mais qui ne produisent rien de tangible. Vous avez une économie casino très largement basée sur les bulles financières et vous avez une industrie que Trump a beaucoup de mal à redynamiser, beaucoup de mal. Et notamment aussi parce que le système d'éducation américain est devenu débilité. Oui. Le niveau intellectuel du lycéen américain et je dirais de l'étudiant américain, on n'a pas idée de ce que c'est. Le monde va s'équilibrer, je pense pas. Bon, il n'y a que l'Europe qui parle de guerre, hein, et puis le deep state américain, mais moi je pense que le monde va s'équilibrer dans ce rapport de force qui s'est institué entre, j'allais dire, les BRICS avec la Chine surtout, et puis les États-Unis et l'Europe, enfin l'Europe le proxy des États-Unis. Moi je pense que le bon sens va prévaloir. Alors évidemment, on n'a pas de chance, c'est qu'on a une génération de dirigeants européens, de dirigeants bruxellois, qui est peut-être la plus mauvaise qu'on ait connue depuis la fin de la guerre, et qui sont des gens complètement déconnectés des choses, on se demande comment ils ont pu arriver au pouvoir, enfin nous on le sait déjà. Mais je pense que petit à petit, cette génération-là va être remplacée par des gens beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus de bon sens, et que l'équilibre de rapport de force entre la Chine et les BRICS et les États-Unis va se faire. Je ne pense pas qu'elle se fera par une guerre, je pense pas. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Quelles vont être les aspirations d'une population chinoise quand à peu près la quasi-totalité de la population aura de quoi manger, aura une voiture et vivra bien? On aspire à quoi après? Je pense que la réponse que la Chine va donner à cette question va être une question absolument décisive, y compris pour l'histoire de l'humanité. On fait quoi quand on a atteint le confort, un bon niveau de confort pour tout le monde? Je pense que c'est une question à laquelle ils n'ont pas encore répondu. Depuis l'ouverture de Deng Xiaoping et probablement avant, l'horizon de la Chine, c'est donner à manger à chaque Chinois, sortir de la grande pauvreté, acquérir à la petite et maintenant la moyenne aisance pour tous. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a atteint ça? Un philosophe dirait, il y a un moment où se préoccuper uniquement des moyens de bien vivre tue les raisons de vivre. Je pense que c'est une des grandes raisons. Quelles vont être les raisons de vivre de la population chinoise après 2050?